Règlement des hommes, aussi de l'armée, donne comme référence GR 16P 169 682, le dossier administratif de M. Pierre Delay. Mais comme tout dossier administratif, cela reste complètement désincarné. Donc, grâce à la fille, la petite fille, on a pu reconstituer beaucoup de choses et je veux évoquer pour vous aujourd'hui l'homme et son parcours. Pourquoi Chassieux? Chassieux aujourd'hui parce que les personnes qui m'ont aidé à préparer cette présentation habitent Chassieux, que le fils de ce monsieur, Claude, est arrivé en 1957 à Chassieux et a vécu à Chassieux. Donc c'est un peu un chasselant par le fait. Et une autre raison, c'est pour porter un témoignage vis-à-vis de ce monsieur, Claude, que vous avez connu pour certains sous le nom de Dodo. Claude, c'est le monsieur qui a vu partir son père alors qu'il avait 9 ans, qui n'a jamais pu revenir à la maison, et qui ne connaît pas, j'ai écrit dans mon texte, le quart de la moitié de ce que je vais dire aujourd'hui. Il n'a pas eu la chance de savoir ce qu'avait fait son père. Donc voilà, on va essayer de parler d'un Français libre. Pourquoi un Français libre? Parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Lécochard, qui a créé un fichier de tous ces personnages un peu dans l'ombre, malheureusement, et qui sont dans la fondation de la France libre. Un grand fichier, et sur la page de Pierre Delay, il y a marqué que c'est le 62 238e. Donc ils sont très nombreux dans ce fichier. Et j'espère qu'il y a quelqu'un qui évoque leur nom, comme l'évoque Saint-Exupéry. Marchand, 1901. 1901, la famille Delay, c'est une dame qui s'appelle Claudine Blin, 62 ans. Elle est propriétaire, cultivatrice. Elle a des enfants, Antoine, qui a 38 ans, Victoire, qui a 24 ans, Claude, qui a 31 ans, et puis une épouse de Claude, Claudine Jomard, qui a 25 ans. Et le recensement, quand on lit le recensement de la commune, il est marqué que cette fille, c'est la gendresse de la chef de famille. Particulier, mais bon, pourquoi pas. Il y a aussi Pierre Forest, et il y a aussi Antoinette Goguette, ces deux employés agricoles de la famille. Il manque deux filles, qui s'appellent Claudine, qui a 33 ans, et qui s'appelle Judith, qui a 28 ans. Les deux filles sont parties de la ferme, elles sont déjà mariées. Voilà un village viticole pittoresque que les cyclistes parmi nous ont dû aller par là-bas. Le col de la Croix-Rosier, la Croix-Marchand, la Casse-Froide, ça vous parle? Ça monte relativement beaucoup, 15% la Croix-Rosier. Voilà. Donc c'est la limite entre la zergue vert et la zergue rouge, au milieu de la vallée de la Zergue. Arrive Pierre Delay en 1902, le 31 décembre. Il y a un marchand, ses parents, Claude, et sa maman, Claudine Jomard. Il sera l'aîné, une famille de 4 enfants. On va retrouver, il est en haut, sur la gauche. Au milieu, il y aura son frère Jean, qui est né en 1904. Ensuite, Antoine, qui est né en 1907. Et puis Adrienne, la petite dernière, en 1911. Il ne connaîtra pas ses grands-pères, qui sont décédés avant sa naissance. Il connaîtra à peine sa grand-mère paternelle, puisqu'elle décède alors qu'il n'a que 15 mois. Il connaîtra mieux sa grand-mère maternelle, puisqu'il aura 17 ans quand elle disparaît à Marchand. Marchand, c'est là où il passe sa jeunesse et où il passe son adolescence. L'adolescence, pour Pierre, malheureusement, c'est le conflit 14-18. Conflit 14-18 qui lui laisse un goût amer, parce qu'il se sent impuissant et il se sent inutile vis-à-vis de ce conflit.
Et il cherchera à s'affranchir de cette amertume et ce sentiment d'inutilité. C'est ce que m'a confié sa descendante. En 1921, il a 19 ans, il a déjà un métier différent de ses ancêtres, puisqu'ici, il est tueur de bois. Et ce village entouré de monts, que l'on aperçoit, est-ce que c'est le fait d'être un peu dans une cuvette où on ne voit pas de l'autre côté, qu'il a eu envie d'aller voir de l'autre côté, un envie d'ailleurs? Et bien pour le savoir, on va essayer de le suivre au service militaire. Les conscrits de 1922, beaucoup de conscrits, en général, demandent à partir, alors, mais pas trop loin. Une copine, on veut rentrer en permission voir la copine. Eh ben, pour Pierre, ce sera un peu différent. Ce sera l'Algérie, où il va intégrer un groupe d'artilleurs, le deuxième groupe d'artilleurs. Il appartient à la 37e division. La 37e division qui porte un nom. C'est l'escadron blanc qui était basé à Oran. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont passés par Oran, mais l'escadron blanc à Oran, c'était particulièrement connu. Donc il fait partie de ce régiment, mais assez rapidement, il va être affecté à une compagnie saharienne. On le retrouve dans sa tenue de saharien, de méhariste. Et pourquoi il est dans cette tenue-là? Parce qu'on est à la veille de la croisière noire. André Citroën a prévu de traverser l'Afrique noire en partant d'Algérie pour aller vers le sud. Enfin, ils sont tous terminés à Madagascar, c'est pas complètement le sud, mais il y en a certains qui ont été jusqu'au Cap. Donc, l'armée française, en accord avec le gouvernement français, a demandé à ce que ce régiment donne un coup de main pour reconnaître un peu le terrain, reconnaître, défricher quelquefois des chemins, et au milieu de tout ça, créer quelquefois des terrains d'atterrissage. Le 15 septembre 1923, il se distingue un peu, puisqu'il obtient un prix de tir. Sur le diplôme, il y a marqué tir au mousqueton. Voilà, militaire d'élite. Et il apprendra la débrouille. C'est-à-dire qu'il va intervenir dans l'oasis du Pointe, c'est là, et sur l'aire d'Irigui, en direction du Mali. Et là, on fait avec ce qu'on a, ce qu'on trouve sur le terrain. Donc on a besoin d'ingéniosité pour travailler, et puis on apprend aussi le risque, puisqu'on est en pays hostile, et que c'est des oasis, mais il y a quand même du monde qui habite, qui n'est pas toujours très sympathique. À la croisière nord, je ne sais pas si ça vous parle complètement, mais c'est Georges-Marie Hart, le directeur général de Citroën, qui en sera le leader, et il aura des méharistes avec lui pour l'accompagner, en particulier un capitaine qui s'appelle Audouin Dubreuil, qui est le capitaine de compagnie de Pierre. Retour au pays après l'aventure saharienne, on le retrouve à la tête du Thierry, commerce de bois et huilerie à façon. Et en même temps, on est en Beaujolais, il a quelques arpents de vigne et il cultive ses arpents de vigne. Vie sans doute assez rigoureuse, mais calme, dans un petit village de marchands. Il passe quand même son permis de conduire. On est le 9 février 1927. Il a marqué 21 795, c'est le 21 781e permis de conduire du Rhône. Vous pouvez voir que dans ces années-là, il y a 265 000 à peu près permis de conduire en France, c'est-à-dire moins de 6% de la population. Donc c'était déjà un peu exceptionnel d'avoir un permis de conduire. C'est dans ces années-là, autour de son permis de conduire, qu'il commence à rencontrer une demoiselle de Quincier. Alors Quincier, c'est pas marchand. Quincier, ça demande un peu de courage d'aller à Quincier chercher sa future épouse. Parce qu'il y a une animosité entre les deux villages. Voilà. Mais bon,
Ça ne décourage pas Pierre, qui fréquente cette demoiselle et qui lui envoie certains courriers. Et il envoie des courriers en tête de sa Syrie. Voilà. Et il utilise des termes où il serait agréable sans doute aux dames d'aujourd'hui de vous recevoir. Je ne vais pas tout lire. Il dit à bientôt. En attendant le plaisir de vous revoir, recevez Mademoiselle Claudia, l'expression de ma sincère amitié. Belle écriture, hein? Donc effectivement, ça marche bien. Et il va épouser Claudia Cimetière. On est en 1927, le 10 novembre, à Quinciers. Et Claudia Cimetière, c'est la fille d'un vigneron, toujours en Beaujolais. Oui. Donc, dans ces époques-là, l'armée n'oblige jamais ses soldats. Donc, on est appelé pour faire des exercices 3-4 semaines dans l'année, régulièrement. Et en 1929, il est appelé par un régiment d'artillerie, le 93e, et il fera sa période au camp du Chambaran. Voilà. L'année suivante verra l'arrivée de son fils, Claude. Il portera le prénom du grand-père, Claude, et il naît le 6 septembre 1930. C'est celui qui viendra un peu plus tard sur Châtieux. L'appel de la patrie arrive les années inquiétantes. On est en 37-38. On entend des bruits de bottes du côté de l'Espagne, mais aussi du côté du Rhin et éventuellement en Italie. Donc, le 30 janvier 37, par exemple, il manque un bout, marqué 37 en haut, Hitler est reconduit pour 4 ans à la tête de l'Allemagne. Le 26 avril 1937, c'est Guernica. Condor envoie des bombes sur des civils à Guernica. Ensuite, le 4 février, Hitler prend le commandement de la Wehrmacht. Le 12 mars, c'est l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par le Troisième Reich. Le 20 mai, il ordonne, toujours Hitler, la construction de la ligne Siegfried. On arrive au 12 août, ça doit être ça. Le 12 août, c'est la mobilisation générale en Allemagne. C'est la mobilisation un peu plus tard en Tchécoslovaquie, le 23 septembre. Le 24 septembre, c'est la mobilisation partielle en France. Le 29-30 septembre, c'est les accords de Munich. L'Angleterre, l'Italie, la France, etc. On veut éviter la guerre et on fait des accords avec l'Allemagne. Et est-ce qu'il faut faire des accords avec des bateaux en guerre? Je ne crois pas. Mais la suite, il faudra qu'il ne fallait pas le faire. Parce que ces accords, en réalité, l'Angleterre et la France, eh bien, on laisse tomber nos amis tchèques. Ah, bon. Donc après l'annexion des Sudètes, le 15 mars, c'est la Tchécoslovaquie qui est envahie. Et ensuite, on dénonce les accords avec la Pologne, on dénonce les accords avec les Anglais, et puis voilà, on commence à envahir la Pologne avec les Slovaques, la Slovaquie, qui les aide, etc., etc. On arrive à un pacte de non-agression avec l'Union soviétique, alors que nous n'avons pas réussi à faire un accord avec les Anglais, les Français et les Soviétiques. Ils ont refusé l'accord, mais Hitler a fait un accord de non-agression avec l'URSS. Et puis c'est parti, 1er septembre,
sans crier gare, 4h45 le matin, c'est parti. On envoie les Pologne. Et immédiatement dans la même journée, la France fait la mobilisation générale. Et Pierre Delay entend l'appel de la patrie. Et pour lui, vous vous rappelez, 14-18, il n'avait pas pu, il était trop jeune. Et là, il s'est dit, je ne peux pas faire sans. Donc il s'engage. Il se retrouve après la mobilisation générale. Au 14e bataillon des ouvriers d'artilleurs, parce qu'il est plutôt un peu ancien, donc on voit en appui de l'artillerie, qui était son arme. Voilà. Donc, il portera cet insigne, puisque quand il s'engage, il va se retrouver en garnison à Valence et à Lyon, alors que le dépôt de leur matériel est à Grenoble, les gens qui sont à Grenoble portent l'insigne d'à côté. L'insigne, on reconnaît les canons, on reconnaît le rodanté, et puis l'enclume. Ce sera l'insigne du bataillon. Voilà. Toujours plus loin, un corps expéditionnaire français est créé. On est le 28 février 1940. Ce corps expéditionnaire est créé parce que la Finlande vient d'être agressée par l'URSS. Donc on est prêt à apporter un coup de main à nos copains finlandais. On met un peu de temps à discuter la tactique, on ne sait pas bien comment on va faire. De fait, la Finlande capitule assez vite. Et le corps expéditionnaire ne va pas partir en Finlande. Et le corps expéditionnaire existant, on s'aperçoit dès le début de la guerre qu'il y a un autre pays qui concentre beaucoup les visions des différents belligérants, c'est la Norvège. La Norvège, pourquoi? La Norvège, parce que c'est un point stratégique pour la marine, et les fjords norvégiens peuvent accueillir beaucoup de bateaux, protéger les bateaux dans les fjords. Et la Norvège, c'est aussi, au travers du port de Narvik, l'alimentation en fer à partir de la Suède pour les Allemands. Donc, le corps expéditionnaire, il est créé. Il est créé avec qui? Avec un bataillon d'artillerie de montagne. Et le bataillon d'artillerie de montagne, le 14e BOA, est intégré au bataillon de montagne. À côté d'eux, il y aura 2 bataillons de chasseurs, un bataillon de marche de la Légion étrangère, il y aura des chars, etc. Il y aura nos amis anglais aussi. À cette époque-là, on était amis, pas toujours amis, mais on était amis. Voilà. Et donc, les Anglais avaient déjà commencé à aider la Norvège au mois d'avril à peu près de cette année 1940. Ils avaient débarqué à Bergen, à Trondheim, ils avaient débarqué des troupes pour empêcher l'avancée des Allemands en Norvège, mais bon, ça n'a pas suffi. Et là, on se retrouve le 8 mai 40. Et le 8 mai 40, le corps expéditionnaire augmenté des troupes anglaises va débarquer à Narvik. Donc on est en Norvège. Alors, je ne vais pas vous raconter toute la bataille de Narvik, mais bon, en quelques mots, vous direz ce qui se passe. J'ai mis un point rouge là-haut sur la carte. C'est là où la brigade de montagne d'artillerie va débarquer, donc Pierre Delay va débarquer, ainsi que les chasseurs, les 2 bataillons de chasseurs. L'idée, c'est de descendre par ce chemin pour aller récupérer ces 2 petits ports qui permettront ensuite à des troupes de débarquer plus facilement, sachant que ce qu'on veut, c'est aller chercher Narvik, et que sur le chemin pour aller à Narvik, il y a un verrou qui s'appelle Berwick. Donc, c'est ça qu'il faut prendre avant de pouvoir prendre Narvik. Donc, ils combattent pour descendre,
Il n'y a pas une résistance énorme dans ces ports, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'Allemands, mais malgré tout, il faut les prendre. Et puis là, après, il faut aller prendre ce verrou qui est beaucoup plus fermé. Donc on va avoir une deuxième étoile verte qui apparaît. C'est là qu'on dépose les chars avec les troupes anglaises. Donc les Anglais vont arriver avec les chars par là. Les troupes, les chasseurs en haut avec l'artillerie. Alors l'artillerie dont je parle, qui l'accompagne, c'est ce qu'on appelait la FTA, la Force Française Aérienne, c'est-à-dire des troupes qui protègent des avions. Parce que les Allemands avaient déjà envoyé la Suède, ils ont envoyé des avions à partir de la Suède. Les Anglais avaient récupéré en haut, Bar du Foss, c'est un aéroport militaire norvégien. À côté de nous, dans l'aventure, il y a aussi les Norvégiens qui sont là. Il y a aussi un bataillon qui est venu avec nous. Quand la guerre est déclarée, il y avait 2 bataillons de Polonais qui étaient en manœuvre avec nous en France. Et qui ont été bloqués un peu en France, parce que l'Allemagne avait envahi la Pologne. Donc l'un des 2 bataillons s'était regroupé à Coëtquidan, ça s'appelle le bataillon des chasseurs de Podal, et ces gens-là sont venus avec nous à Narvik. Voilà. J'ai parlé de la Légion, on la fera débarquer là, en bas, et c'est elle qui va prendre Narvik. Les autres vont essayer de détruire toutes les fortifications ou tout ce qu'il y avait autour, et c'est avant tout la Légion qui a pris Narvik. Donc le 28 mai, on prend Narvik. Mais le 28 mai, il y a un moment que les troupes allemandes sont rentrées en France. Ils ont traversé la Belgique et ils sont dans le nord. Parce que à l'époque du 28 mai, c'est l'opération Dynamo, je sais pas si ça vous voit, l'opération Dynamo. C'est l'opération faite par les Anglais pour récupérer leurs troupes à Dunkerque. Ils vont récupérer 340 000 soldats. 200 000 Anglais, 140 000 Français, mine de rien. Donc, la France leur dit il faudrait peut-être rentrer aussi. C'est bien de prendre Narvik, mais la patrie est en danger. Et donc, dès que le 28 arrive et qu'on a pris Narvik, les troupes d'appoint, donc la brigade de haute montagne, les chasseurs, sont remontés en navire pour rentrer en France. Et le gros des troupes est rentré entre le 3 et le 9 juin. Parce qu'il a fallu un certain temps quand même au génie pour détruire toutes les installations portuaires de Narvik. Dans le même temps, nos petits copains norvégiens et polonais avaient renvoyé les troupes de Kittel de l'autre côté de la frontière suédoise. Donc on est parti le 8 juin. Le 9 juin, les Allemands se rentrent en Norvège. Le 10 juin, les troupes norvégiennes capitulaient. Et voilà. Et la Norvège a été, pendant toute la guerre, prise par les Allemands. Ce qui est intéressant pour nous, entre guillemets, il s'agit de la première victoire militaire des forces alliées. C'est surtout la seule victoire inscrite au tableau de la France entre 1939 et 1940. C'est notre seule victoire française. Pierre de Gilles y était. On va revenir en France. Donc Pierre Delay, les troupes, les chasseurs alpins, le 53e en particulier, et la brigade de haute montagne, le BOA, sont dans le premier bateau qui arrive le 3 juin à Saint-Malo. Le 3 juin à Saint-Malo, le BOA, il est prévu que de Saint-Malo, il rentre à Pau pour être dissous. Et Pierre Delay, il dit ben, moi je ne rentre pas, je suis le 53e BCA. Donc le 53e BCA remonte dans le bateau, il est amené au Havre. Le 3 juin, au soir, il est au Havre. Et le 53e BCA va se présenter sur la Somme. Alors pourquoi il se présente sur la Somme? Parce que on est à un moment de la bataille où effectivement les Allemands sont rentrés en France. Ils sont là, ils ont repoussé toutes les troupes anglaises et françaises vers Dunkerque, mais ils n'ont pas encore traversé la Somme. Ils ne sont pas encore sur la Seine, etc., etc. Donc,
Le général Végan, qui a pris la place de Gamelin, Gamelin, après, il s'était passé sur la frontière, on l'a vite évincé, et le général Végan, et là compte une opération où c'est la Somme qui va servir de barrière, on va mettre des troupes derrière, et c'est l'Aisne. Alors, la Somme, elle fait comme ça, elle remonte, il y a l'Oise qui est là, et puis l'Aisne, ça fait une espèce d'arc de cercle qui passe au-dessus de Reims. Donc on se met derrière les eaux, la rivière et le fleuve, et on va essayer de les retenir. Bon. Et nos amis du 53e avec Pierre Delay se retrouvent à Montmarquet le 6 juin, quand Van Bock lance l'attaque allemande pour traverser la Somme et arriver sur la Seine. Ça ne tient pas longtemps, puisque la Seine, ils seront sur la Seine le 9 juin. Le 9 juin, ils sont face à face ici avec les troupes. Alors effectivement, ici, il y a un régiment du Hussard, donc quelques troupes blindées. Donc ça tient un peu mieux. On les fait un peu grenouiller entre les deux voies parce qu'on ne sait pas trop vers où ils vont arriver. Hein, c'est la 7e Panzer Division qui arrive là. Par contre, la 5e Panzer Division qui arrive là, elle ne rencontrera que des chasseurs à pied. Et donc les chasseurs à pied, face à des blindés, face à des infanteries motorisées, elle a beaucoup de mal. Le 53e, le 8, ils seront là. Le 9, ils se replient sur trois dalles. Le 10, ils sont au frais. Et le général Jean Durand, qui commande l'ensemble de cette armée, dit dissolution. On part tous comme on peut. Le 53e, ceux qui en restent, se dirige vers Saint-Valery-en-Caux, espérant pour prendre un bateau pour partir en Angleterre. Lehmans, la 5e Panzer Division, le général Lehmans, arrive très vite puisqu'il n'a pas eu beaucoup d'opposition. La 7e Panzer Division en aura un peu plus. Et c'est eux qui finiront un peu de tuer des gens et de limiter les troupes à Saint-Valery-en-Caux. Et le général qui commande la 7e division, c'est lui qui recevra la reddition des généraux français, ce monsieur s'appelle Rommel. Voilà. Donc, 2000 morts parmi les chasseurs à peu près. Donc tous les ans, l'association de la Sidi Ibrahim, alors je ne sais pas si ça parle à grand monde, la Sidi Ibrahim, hein, mais c'est pas le moment d'en parler, mais pour moi qui suis chasseur, ça veut dire quelque chose. Donc il commémore début juin, tous les ans, la première bataille de Normandie. Et il y a des stèles qui existent aussi bien à Saint-Valery qu'à Vivi-la-Vigna, c'est là où ils se sont dispersés, ou même à Houdetot à côté, parce qu'à Houdetot, il y a une stèle pour le 51e Highland des Écossais qui étaient avec nous. Beaucoup des chasseurs sont faits prisonniers, puisque c'est avant tout 9 bataillons de chasseurs qui étaient là. Beaucoup sont faits prisonniers. Et Pierre Delay est fait prisonnier. On ne le retrouvera pas dans aucune liste officielle. La première année en 1940, la première liste est parue le 12 août. Ils ont été faits prisonniers, les derniers, le 12 juin. Donc c'est 2 mois après que paraît la première liste. Mais on va voir le 12 août où c'est qu'il est, notre Pierre Delay. C'est possible qu'il n'ait jamais eu le temps de le mettre sur une liste quelque part. Par contre, la liste du 18 décembre a un intérêt, juste pour montrer comment ça marche. En première page, il y a marqué les off-flags, ou les stalags. Off-flag, c'est pour les officiers, stalag, c'est pour les hommes durant et les sous-officiers, où sont mis en prison ces gens-là. Et bien, sur la liste du 18 décembre, on trouve un Pierre Delay, un cousin éloigné, qui lui est né le 28 décembre 1909. Son papa s'appelle Claude aussi, mais ce n'est pas le même, et sa maman s'appelle Julie Verret. Mais c'est très possible que ces deux Pierre Delay se soient rencontrés, puisqu'il est du 53e BCA, et que Pierre avait suivi le 53e BCA. Bon.
Je n'ai pas de certitude, mais il est très possible que Pierre, comme il était pris en même temps ou à peu près en même temps, se soit retrouvé dans ce stalag-là. Stalag, qui est relativement proche de la frontière, à côté de Münster. Voilà, bon. Ce qui est sûr, c'est que il a été fait prisonnier, sans doute, dans un camp provisoire. On l'a envoyé ensuite dans un stalag. Ce que disent tous les évadés ou les prisonniers qui ont une mémoire de Pierre Delay, c'est que chaque fois qu'il était quelque part, il essayait de s'en aller, systématiquement. Donc je ne peux pas vous raconter toutes les évasions. Hein. Je vais essayer de vous en raconter une. Et en réalité, on le retrouve, on ne l'a pas retrouvé dans les listes, mais on le retrouve, notre Pierre Delay, en Prusse orientale, à fin juin 1940. Comme il était un peu turbulent, il voulait partir de partout, on en voit très loin. Voilà. On va voir un stalag 1B qui, on est en Pologne, s'appelle Ostinek en polonais et qui s'appelle Weinstein en allemand. Voilà. Ostinek, quand on regarde les cartes postales, petite ville sympa, maison traditionnelle, les moutons qui pèsent et qui broutent dans les champs-fleuris, tout va bien. Mais bon, là on n'est pas dans une carte postale, parce que cette ville a un passé aussi, une histoire, dans l'historiographie polonaise, ça parle aux Polonais, cette ville, parce qu'il y a eu la première bataille de Tannenberg, ça vous parle peut-être pas beaucoup, la première bataille de Tannenberg, c'est en 1410. C'est les Tatars qui étaient venus les attaquer. Les Tatars, c'est ceux qui peuplaient la Crimée, et puis la Géorgie. On en parle souvent actuellement, ces zones-là. Donc, ils avaient retenu les Tatars en 1410. Ils ont retenu Napoléon quand il est passé par là. Il n'a pas réussi à le prendre. Et en 1914, c'était l'occasion entre l'armée du tsar, parce qu'en 1914, c'était toujours le tsar, et les Allemands de se confronter. Et les Allemands n'avaient pas gagné contre les troupes du tsar, déjà. Et donc, à côté du stalag, du moins c'est l'inverse, ils avaient mis une stèle en commémoration de la deuxième bataille de Tannenberg, et c'est à côté de cette stèle qu'a été créé le stalag 1B. Alors, le stalag 1B, il était monté pour les Polonais au départ, parce qu'ils ont envahi la Pologne. Et il y a tout un tas de Polonais qui n'étaient pas d'accord, donc hop, on les met en prison, en particulier l'armée polonaise, en particulier les officiers polonais, etc., etc. Puis les récalcitrants polonais qui ne voulaient pas être allemands, eh ben, on les trouve pas mal là-dedans. Mais rapidement, avec la guerre qui augmente, eh ben, c'est d'autres personnes qui arrivent. Les Italiens, les Serbes, les Français, etc., etc., des Russes, qui allaient bientôt être des Soviétiques. Voilà. Ce camp est visité au mois d'août 1940, le 1er août, par la Croix-Rouge, l'inspection de la Croix-Rouge. Et quand on voit ce qu'ils évoquent sur ce camp, le rapport qu'ils font, eh ben c'est déplorable. C'est-à-dire que les prisonniers n'ont pas la ration d'eau nécessaire par jour, et encore moins à manger. Ce qui veut dire que en 41-42, il y aura 25 000 morts avant tout virus dans ce camp, si on ne va pas assez à boire et à manger. Ils sont plutôt morts de soif que de faim. Donc ça c'est lamentable. Et sur l'ensemble de la guerre, c'est entre 39 et 45 et 55 000 morts dans ce camp. C'est pas des camps très sympathiques. C'est un camp intéressant malgré tout pour une autre raison. C'est que le camp Moyen-Âge, il est là, mais il a des satellites. C'est-à-dire qu'il envoie des groupes de prisonniers auprès des propriétaires terriens pour travailler. Voilà. Donc, il y a des petites prisons un peu partout pour mettre ces gens-là entre les moments où ils travaillent comme propriétaires et les moments où... Donc, notre ami Pierre Delay, le 28 juin 1940, on le retrouve à Goldap. Donc, le camp, il est là, Goldap, c'est là, 190 km plus loin. Donc, il était déjà
en Prusse orientale, et là, il est juste à côté, on trouve au-dessus, là, c'est la Lituanie. Donc il est toujours plus à l'est. On le retrouve à Golda, puis là, il est au marché aux hommes, c'est-à-dire sur la place du village, on amène les prisonniers, puis les propriétaires viennent, ils font leur choix, ils récupèrent des gens. Pierre de Lay, avec 9 autres, est pris par le maire du village. Voilà. Ça ne se passe pas trop mal avec le maire du village, puisque dès le premier jour, le maire lui confie quelques tâches et lui permet de passer la journée dans sa maison pour faire les tâches qu'on lui a confiées. Et très rapidement, c'est un Polonais qui n'est peut-être pas trop allemand, celui-là. Pierre de Lay peut travailler pour lui, ça se passe bien, et quand il veut, quasiment, il peut coucher le soir chez le maire. Il n'est pas obligé de rentrer à la prison. La prison, c'est un bâtiment à 3 km des Patins. Donc là, souvent, il reste le soir chez le maire. Au milieu de cette prison un peu plus facile, entre guillemets, il a toujours à travailler tous les jours, il va couper du bois, et il se retrouve à couper du bois en forêt. Et là, il y a un pavillon de chasse. Il rentre un pavillon de chasse sans être vu par les Allemands, et il pique une carte. Et oui, il a envie de s'échapper encore un peu. Donc il a besoin de savoir où il est, vers où il va, quelle est la carte, etc. Et on lui dira, après, les autres, que c'était le pavillon de chasse de Göring, avec lequel il avait mis les pieds. Göring, il aimait bien les chasser. Ben voilà, c'était un des pavillons de chasse de Göring. Comme il a une carte qui sait à peu près où se situer, ce soir-là, il ne couche pas chez le maire, il va coucher à la prison avec les autres, il se tourne vers les autres et il dit, mais est-ce que vous êtes prêts à vous évader, etc. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont intéressés, voire pas du tout. Tous ces compatriotes s'aperçoivent qu'ils ne sont pas trop mal par rapport au camp de Hohenheim. On est avec des paysans, on arrive à manger correctement, on a du boulot, on est dehors, on n'est pas emprisonné la nuit. Et de toute façon, on va être libéré très vite. Donc pourquoi prendre des risques? Bon. Donc, Pierre ne peut pas avec ça. Et il dit, c'est pas grave, moi, je vais continuer. Donc, il commence à troquer ses vêtements, troquer ses affaires, parce qu'il a besoin de ravitaillement pour s'évader, pour tenir quelques jours, pour atteindre la frontière, c'est pas trop loin, mais voilà. Donc il commence à faire comme ça du prof, il se débarrasse des affaires dont il n'a pas besoin. Et puis un soir, quand il a réussi suffisamment, il se débrouille pour aller cacher dans un arbre ses 2 musettes avec. Et le lendemain, il va partir. Donc le lendemain, il couche chez le maire, et le 4 août, à 11h du soir, il s'en va. Il connaît le chemin, parce qu'on traverse des forêts pour sortir. Pendant les 25 premiers kilomètres, sur les 50 à peu près qu'il a à faire, il connaît la route. Il a récupéré des couvertures qu'il a mis en morceaux. Il se met des bandelettes de couverture autour des pieds pour ne pas avoir de bruit quand il s'en va. Et ça se passe bien. Il fait tellement peu de bruit que, quand il traverse la forêt, c'est lui qui surprend les chevreuils, les biches qui sont en train de manger au bord de la route. C'est pas l'inverse. Par contre, à un moment, il entend une chaîne de vélo, et là il se cache. Effectivement, il y avait un vélo sans phare qui arrivait en face de lui. Il aurait pu être pris, bon, il a eu le temps de l'entendre, et il continue sa marche. Donc il en a pour 2 jours de vivre, donc il avance. Et puis au matin, au bout d'un moment, et au matin, avec la carte et ce qu'il voit autour de lui, il voit un lac, il voit une voie de chemin de fer, il repère où il est, il dit, il doit être à peu près à 10 km de la frontière, donc maintenant, il faut passer la journée, pas se faire voir, etc., etc. Et donc,
il passe la journée, il n'a pas mangé, et le soir, il redémarre. Mais le lac, c'est à peu près sa direction, mais il ne faut pas passer au bord du lac, il va y avoir du monde. Donc il oblique un peu, il va un peu plus au sud. Et là, il passe à travers champs, il passe des chemins, il passe à travers champs. Malheureusement, les champs, c'est bientôt des tourbières, donc il est obligé de faire un peu des zigzags pour ne pas arriver dans des endroits où il ne peut pas marcher. Et puis, voilà, il continue la route, et il arrive, tout compte fait, une route. Il rampe le long de la route, parce qu'il voit un carrefour, il voit un panneau, il va lire ce qui a marqué sur le panneau. Il est surpris, c'est de l'allemand. Il se prend en Lituanie et c'est de l'allemand. Il est un peu surpris, ben bon, il continue la route quand même. Il voit un clocher, il voit une petite ville, il rentre dans la ville. Et dans la ville, il n'y a pas grand monde, c'est la nuit, ça dort. Il se dit où est-ce qu'il faut aller pour trouver quelqu'un qui pourrait me secourir ou m'aider. Il dit peut-être qu'en allant à l'église, si le marguillier vient vite, les marguilliers c'est peut-être des gens un peu plus humains que les autres. Donc on va se mettre à côté de l'église et attendre le marguillier. Bon, il attend, il ne trouve pas grand monde. Mais le petit matin, il y a une dame qui sort de chez elle, qui va faire un petit besoin dans son jardin. Donc il attend qu'elle ait fini, et puis il va la voir. Il lui pose une question. Il dit « Litumir ?» Il demande si c'est la Lituanie. Il parle un peu allemand, donc il débrouille. Et la dame en face dit « Deutschland ». Donc, demi-tour, prend ses musettes et il commence à partir. Il quitte la place, il croise un monsieur, ça a l'air d'être un Polonais, et le monsieur dit Litumir. Il dit Deutschland. Il veut partir, le Polonais lui dit Comme. Puis le Polonais, il se retrouve dans une écurie, il se croit en sécurité, le Polonais l'a mis là. Un quart d'heure après, le Polonais revient, un gendarme allemand, revolver au coin, Pierre Delay, s'est fait reprendre. Il se retrouve dans cette ville, au milieu de la ville, dans une maison. Et quand on regarde les fenêtres, il y a des barreaux aux fenêtres. Et quand on regarde les serrures, c'est des grosses serrures. Bon. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? En réalité, il est passé par là. Il est monté, comme il avait prévu, pour aller en Lituanie, et là. Quand il a vu le lac, il a obliqué vers le sud, il a traversé la Lituanie, il se retrouve de nouveau en Pologne. Voilà ce qui lui est arrivé. Bon, donc, le lendemain, il est en prison, mais on fait venir un écolier qui se débrouille un petit peu en français. Il y a aussi un russe qui habite là et qui vient, et on lui fait subir un interrogatoire ni français, ni allemand, ni... bon, il sait savoir qui il est. Et comme d'habitude, quand on prend un prisonnier, on se débrouille pour qu'il bosse, et on lui fait couper du bois. Voilà. Il est reparti, et toute la journée, il a le petit garçon à côté de lui, et lui, en parlant avec les uns et les autres, il essaie de savoir où est la frontière, par où il peut partir, encore un coup. Hein. Et il apprend que il est, a priori, à 3 km de la frontière, en plein nord. Donc il est passé, mais voilà. Et tous les jours, on le sort, on le rentre, et puis le deuxième jour, quand il utilise sa hache, il s'aperçoit que la hache elle tient balle, la cognée ne tient pas bien, elle est un peu désemmanchée. Et au sol, il trouve des clous. Et paf, il met les clous et il se débrouille pour que la hache marche mieux. Et dans la journée, il apprend que il y a toutes les chances que le lendemain, on va venir le chercher pour le ramener dans son stalag. Donc le soir, à 6 h, quand on le met en tôle, il marmonne, il dit qu'est-ce qu'il faut faire.
il regarde pas la fenêtre, il met les mains dans les poches et il trouve les fameux clous qu'il a ramassés. Instinctivement, il prend un clou et il essaie de gratter la fenêtre et il y a un morceau d'éclat de bois qui s'en va. Il attend qu'il fasse un peu plus rond. Il met son mouchoir autour de sa main, il prend un clou et il commence à racler le bois parce qu'il s'est aperçu, en regardant mieux la fenêtre, que les barreaux sont enchâssés dans le bois. Ils ne sont pas pris dans le mur, mais c'est vraiment dans le bois de la fenêtre qu'ils sont pris. Donc il creuse, il sort un barreau, il continue à creuser, il sort un deuxième barreau. Quand ils sont sortis, il essaie de tendre, il tend les barreaux, et il se trouve avec un petit trou, 25 par 30 à peu près. Il dit, je vais essayer de passer par là. Hein? Il prend ses affaires, ses musettes, ses machins, il met tout de l'autre côté, en bas, et puis il monte, il met un pied, il met le deuxième pied, il se tient, il descend, il se retrouve coincé aux épaules. Il est à 2,50 m au-dessus du sol, ses pieds ballants et coincé en haut. Il a envie de crier, il se retient. Il fait un effort un peu surhumain, il arrive à remonter. Il est fatigué, il se couche dans la paille et pendant un quart d'heure, il ne bouge plus. Tellement il est crevé. Puis bon, il reprend ses esprits au bout d'un quart d'heure et il dit, on va peut-être essayer autre chose. Puisque les pieds ça ne marche pas, on va peut-être essayer la tête. Et il décide de passer dans l'autre sens. Il met la tête, il met un bras, il met les épaules de travers et ça passe. Il se tire, et il arrive à passer les jambes. Et il saute au sol, il récupère ses affaires et il s'en va. Les souliers sous le bras pour ne pas faire de bruit. Voilà. Donc c'est ce qu'il essaie de faire notre ami. Et c'est comme ça qu'il se retrouve en plein milieu de la nuit, dans une ville. Il dit, heureusement, je n'ai pas trop fait de bruit, mais il y avait un cheval qui faisait du bois, qui tapait ses sabots sur des planches, donc ça faisait du bruit. Et il va essayer de sortir de cette ville. Il prend un chemin, et là, de nouveau, un cycliste qui passe, et il se jette dans le jardin. Pour ne pas être vu par les cyclistes, il se jette au milieu des orties. Et c'est comme ça. Et à partir de là, il va essayer de traverser des jardins, il remonte les clôtures, il remonte et pendant 500 mètres, il n'arrive pas à monter les clôtures levées. Et au bout de 500 mètres, il est dans la campagne. Et voilà. Et là, il continue dans la campagne. Et quand il arrive un peu plus loin dans la nuit, il se met dans une nuée, dans un coin d'une nuée, et il va attendre d'y voir un peu plus pour savoir où il est. Le lendemain matin, c'est un blaireau qui vient lui renifler les pieds, qui le réveille. Et il est tout transi parce que la rosée, c'est pas terrible, dans ces coins-là, il ne fait pas très chaud. Et il regarde autour de lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un piquet, pas très loin, avec un bonnet de paille. Il fait un tour un peu circulaire, il y en a un autre 300 mètres plus loin. Il dit, est-ce que c'est ça la frontière? Peut-être. Il n'en sait rien. Bon, il traverse cette rangée de piquets, et puis en marchant, guère plus loin, il trouve une masure. Masure, il rentre, c'est complètement terre battue, bosselé. Dans un coin, il y a une étable, dans l'autre coin, il y a un rouet, au milieu, il y a une cage à poussins. Il pénètre, et rapidement, au bout d'un moment, il y a 10 personnes autour de lui, c'est une maison habitée. Et tout le monde s'affaire, tout le monde le regarde. Et au bout d'un petit quart d'heure, il y a le propriétaire, le fermier qui arrive. Et donc il s'adresse au fermier, un peu en allemand, et il lui demande les autorités. Et les autorités, le gros fermier lui dit, tu viens avec moi, on va voir les autorités. Et il est en Lituanie.
Et le gros propriétaire est ravi de l'amener aux autorités comme s'il avait gagné sa journée. Dit Pierre, c'est ce qu'il a raconté à d'autres. Et c'était le 8 août 1940, Pierre Delay était le premier évadé en Lituanie et le quatrième à rentrer en URSS. Et c'est le premier en Lituanie. L'URSS, malheureusement, parce qu'il va faire le parcours un peu classique des cellules, des goulags, des prisons soviétiques. On lui avait dit qu'il ne fallait pas traverser en Lituanie, il y a même des gens qui lui avaient dit qu'il va te faire fusiller. Il avait été fusillé, heureusement. Les Lituaniens ont plutôt pas trop mal accueilli. Il se retrouve à la prison de Kaunas. Kaunas, c'est la capitale. Et puis il sera conduit peu après vers d'autres prisons. La prison Lubyanka, qui est bien connue à Moscou. Lubyanka, c'est là où on va lui dire c'est pas bien, vous avez traversé la frontière de façon illégale, on n'est pas sûr que vous ne soyez pas un espion, donc voilà. Il lui fait comprendre que ça ne va pas très bien se passer pour lui. Et il va se retrouver dans une autre prison, qui s'appelle la Bourtika, qui est toujours dans Moscou. Et là, qu'est-ce qui se passe à la Bourtika? Quand on arrive là, et ben c'est la fouille au corps, c'est prononcé, la douche avec du savon noir, ensuite les pouillages, ensuite la séance de coiffeur. Alors le coiffeur c'est simple, vous êtes venu sur un tabouret, il prend un rasoir, il tourne autour de la tête, du menton au crâne et tout y passe. Voilà, c'est le coiffeur, impeccable. À partir de là, une fois qu'il a été lavé, etc., rhabillage, les couloirs propres, des portes partout propres, des cellules avec des œilletons. Et le 28 janvier 1941, il y a deux évadés français qui se présentent. La caméra 95, la caméra c'est la cellule 95 pour les soviétiques, et quand ils poussent la porte, ils voient une vingtaine de Français qui sont déjà dans la caméra 95, c'est deux nouveaux qui arrivent. La vingtaine de Français disent ah, mais ils ont tous entre 20 et 30 ans. Non. Il y a aussi un moustachu qui est un peu plus vieux. C'est Pierre Delay, on l'appelle le doyen. Voilà. Et donc, nos deux nouveaux arrivants du 28 janvier sont très contents de retrouver des Français. C'est leur seul bénéfice du fait d'être en prison, c'est qu'on les regroupe. Donc c'est déjà pas mal. On est entre Français. Ils ne sont pas perdus tout seuls dans tout ce pays. Voilà. Mais les deux qui arrivent, ils sont un peu déçus parce que quand ils arrivent ce 28 janvier, ça peine qu'il y en a qui sont là depuis 3 mois, 5 mois, 7 mois. Donc là, c'est un peu moins satisfaisant. Alors qu'est-ce qu'ils font, tous ces gens-là? Ils mangent correctement. La cellule est assez spacieuse. On ne leur fait pas trop d'envie. Mais en réalité, il ne se passe rien. Personne ne sait qui sont là, ni les autorités françaises, ni personne. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'on attend d'eux, où ils vont aller. Voilà. Donc au bout d'un moment, ils décident de faire une grève de la faim. C'est du courage quand même. Il y a une présence soviétique. Donc on est au mois de février, début février, et ce jour-là, ils décident d'arrêter de manger. Et donc quand les plats arrivent dans la cellule, il y en a 3 qui mangent, les 3 communistes français, et que les autres refusent de manger. Et ils apprennent que la caméra 97 à côté a aussi refusé de manger. C'est aussi des Français. Et que dans la même prison, en réalité, la Bourtika, il y aura une 3e cellule où il y a encore des Français. Il y avait 3 cellules où il y avait des Français. Voilà. Donc,
inquiétude, surprise des Russes quand même. Ils ne veulent pas manger, donc on fait venir un sous-officier qui leur explique que ça se fait pas. En Russie, quand on vous donne à manger, vous mangez. On fait venir l'officier de l'étage, etc., etc. Le soir, c'est un responsable, enfin, un adjoint au directeur de la prison qui monte. Il dit c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Vous êtes en Russie, on vous dit de manger, il faut manger. Donc ils expliquent que tant qu'ils n'ont pas des brosses à dents, des livres, qu'on ne leur donne pas le droit d'écrire, en particulier à l'ambassade de France ou d'Angleterre, et ils refusent de manger. Et donc là, il va y avoir une espèce de jeu par le NKVD, hein, qui va être un coup, je suis gentil avec toi, il y a une certaine mansuétude, c'est ce qui va se passer. Donc quand ils ont annoncé ça, le lendemain matin, ils avaient des brosses à dents. En fin de matinée, on leur a amené des livres pour qu'ils puissent lire. Le lendemain, ils avaient une bouteille d'encre pour pouvoir écrire. Mais au milieu de tout ça, on les mettait au cachot, parce qu'ils ont fini de manger, et on les faisait manger avec des seringues par le nez. On les obligeait à manger. Voilà. Donc on alternait le chaud et le froid. Et au bout d'un moment, Tupuranko, qui est un personnage qui s'occupe des prisonniers et des internés, va leur dire, allez, on va vous envoyer ailleurs, on ne va pas vous laisser ici, on va vous envoyer dans un autre camp. Et donc, ils prennent le train, c'est reparti, pas dans le bestiau, plombé, juste un saut dans un coin pour pisser, et puis voilà, on ne part plus. Et on va le faire graviter de camp en camp vers un camp qui, tout compte fait, est un ancien monastère. Et dans ce monastère, il y a un bâtiment qui est un ermitage. Et c'est dans cet ermitage que les Français vont être installés. Cet ermitage a vu passer des gens comme Tolstoï, Gogol, Dostoïevski. Ils sont bien. Hein, voilà. Et, voilà. Donc c'est le camp de Mitchouri. Voilà. Ils vont passer un certain temps au camp de Mitchouri. Effectivement, on les a déplacés, mais il ne se passe rien non plus. Ils ne savent pas toujours pas ce qu'ils vont devenir. Ils n'ont toujours rien de particulier à faire. Sauf que, au bout d'un moment, en n'ayant rien à faire, le 21 juin 1941, les Allemands rentrent en Russie. Donc, l'interprète du camp, un pétersbourgeois, un habitant de Saint-Pétersbourg, qui est le traducteur, vient voir le capitaine pilote. Le capitaine pilote, c'est l'officier le plus gradé de tout le monde. Donc c'est lui qui est le correspondant pour tout le monde, c'est lui qui écrit les lettres, etc. etc. Et l'interprète lui dit, ces brigands d'Allemands sont entrés, ils ont bombardé Kronstadt, Kiev, Sébastopol, etc. Des choses qui continuent à être bombardées, il me semble, encore aujourd'hui. Aussitôt, l'assemblée plénière des Français se réjouit de la nouvelle en disant on va peut-être être libérés. Ils se réjouissent les amis du pétersbourgeois qui lui dit mais ces brigands ils ont tué des femmes, des enfants, des machins. Donc c'est un peu moyen de se réjouir, mais bon, quand on est prisonnier depuis un certain temps, ça paraît un peu normal. Hein. Donc, dès l'annonce de tout ça, le capitaine pilote reprend sa plume et il écrit à Staline, à Molotov, à deux généraux, Vorochikov et Timochenko, voilà, et à l'ambassadeur d'Angleterre, Sir Stafford Cripps. Bon, j'espère ce coup-ci, on les entend, parce que la première fois qu'ils ont écrit, la lettre est arrivée nulle part, personne ne les a vues, les lettres. Et ils annoncent en particulier dans leurs lettres qu'ils sont prêts à les combattre, parce que maintenant, on est plutôt alliés, puisque les Allemands rentrent en Russie, et ils aimeraient bien rallier les troupes françaises ou anglaises pour se battre
Voilà. Donc, on va leur dire oui, oui, on va s'occuper de vous, etc. Immédiatement, le capitaine Billotte met des listes dans le camp pour savoir ce que les Français veulent faire. La première liste, on veut rejoindre l'Angleterre et la France libre et combattre avec De Gaulle. Deuxième liste, on veut regagner la France, en particulier la partie non occupée de la France. Troisième liste, on veut rester en URSS et travailler au service de l'armée rouge. Nos amis communistes ont choisi la troisième liste. Une large majorité a choisi la première, partir pour l'Angleterre. Et il y a des gens qui souhaitaient quand même retourner en France. Donc voilà, c'est les trois listes. Donc l'obsession de revenir, pour certains, était plus forte. Voilà. Donc, opération Barbarossa, ils sont à côté de Smolensk. Smolensk, c'est à peu près 1000 km de l'endroit où sont rentrés les Allemands. Et donc ils disent, ben, on ne voudrait pas trop que les Panzers arrivent trop vite sur nous. Hein. On aimerait bien être, si on veut pouvoir combattre, être parti ailleurs. Donc au bout d'un moment, ben, on leur dit, ok, vous allez être transférés dans un autre camp. Le camp, ce sera un camp qui s'appelle Krasnowiec, mais que rebaptiseront très vite Krasiewicz. C'est Krasnowiec. Voilà. Donc, on va quitter Smolensk et on va se retrouver 450 km au nord de Moscou. Et là, de la même passion, train plombé, toujours, il n'y a pas de tout ça, il n'y a rien, c'est toujours des trains bestiaux. Et malgré tout, sur le trajet en train, il y a un aspirant qui est là, l'aspirant René Millet. Et René Millet va écrire un chant. Le chant des évadés. Il récupère la musique des bataillonnaires. Le bataillonnaire, c'est l'armée d'Afrique. Et sur l'air de la musique des bataillonnaires, il crée le chant des évadés. Il se dit, pour combattre avec De Gaulle, souviens-toi, il faut se taper pas mal de choses, en veux-tu, en voilà. Et ce chant, ça va être leur chant de ralliement maintenant, à nos braves évadés français vers l'URSS. Les Français, quand même, le camp de Krasiewicz où ils arrivent, est occupé avant tout par des Polonais. On est au nord de Moscou, ils arrivent le 2 juillet, et ils y resteront jusqu'au 28 août. Donc ils vont encore attendre. Ils s'attendaient à être libérés rapidement, mais non. On les fait attendre. Il faut qu'on puisse lire leur dossier, pour voir s'ils ont le droit de partir, etc. etc. Voilà. On les garde sous la main encore jusqu'au 28 août. Et après avoir attendu un certain temps, ils négocient. Et ce sera 186 personnes qui, quand même, décideront de partir pour l'Angleterre pour s'engager dans les forces françaises libres. Pierre Delay, quand on est à ce moment-là, il a déjà passé 13 mois en détention. Le 28 août arrive, enfin. Puis a fait tous d'impatience. Mais le 28 août, on ne part pas comme ça de l'enclos dans lequel ils sont. Pour subir des formalités, pour remplir des questionnaires. Et puis on va leur restituer ce qu'on leur a pris. Alors qui à Kaunas, qui ailleurs, qui, bon. Alors les montres ont été garées, mais le reste, on leur rend quand même. Et à chaque coup qu'on leur rend quelque chose, ils signent reçu. Donc ils ont bien retrouvé leurs affaires. Voilà. Donc, au bout d'un moment, quand même, ça y est, on leur donne une tenue, parce qu'ils vont aller au froid, on leur donne une tenue de colcosien, beaucoup plus chaude que ceux qu'ils ont. Et non seulement on leur donne, mais on leur donne de les mettre. Et on n'a pas le choix, non seulement on vous les donne, mais vous êtes obligé de les mettre. Et ils vont arriver enfin à 19h, le 28 août, le soir, des camions en face de leur enclos,
et mitraillette dans le dos, ils montent encore dans les camions. Avec les soldats de l'armée rouge, avec eux dans les camions. Et ils vont partir. Ils vont partir vers un petit village pas trop loin d'endroit où ils sont, Volodia, à la gare de Volodia. Oh, belote! Les camions à bestiaux, des wagons à bestiaux, des planches pour boucher tout. Ils vont casser les planches pour voir dehors, et chaque fois que le train s'arrête, les soldats remettent des planches. Et voilà, c'est comme ça. Hein. Et là, ils vont rouler. Ils vont voir la taïga, ils vont voir des bouleaux, ils vont voir des conifères. Et enfin, ils vont voir une ville qui s'appelle Archangel. On est sur la Baltique. Pourquoi ça s'appelle Archangel? Parce qu'il y a ce beau bâtiment qui est le couvent Saint-Michel-Archange. Archangel. Voilà. Donc le nom vient du couvent. Cette ville a été longtemps le premier port russe sur la Baltique. Il a été supplanté après par Saint-Pétersbourg, mais pendant très longtemps, c'était le premier port sur la Baltique. Bon, nos amis n'ont pas le temps de faire du tourisme, mais ils sont toujours sur la surveillance des mitraillettes. Ils sont arrivés à 4 h du matin. On les a fait descendre du train à 6 h 30. Oui, un peu de temps à perdre. Le ciel est bas, c'est très gris, c'est très humide. On est au mois d'août, fin août, au bord de la Baltique, donc il ne fait pas très chaud. Voilà. Donc, on les fait traverser la ville, à peu près sombre, lugubre. Il n'y a pas grand monde qui sort pour les regarder passer. Ils ont l'habitude, ils voient passer beaucoup de prisonniers qui vont vers la Sibérie. Donc, ils savent très bien qu'on vient chercher le bateau pour aller ailleurs, de temps en temps. Donc là, ils vont prendre les quais. Voilà, ils arrivent sur les quais. Alors, si on a une bonne vue, la basilique que je vous ai montré avant, elle est juste derrière. On aperçoit un peu la partie blanche là. Voilà, donc c'est eux qui vont voir ça avant tous les quais. Ils vont monter dans un rafiot qui s'appelle le Soura, toujours sous le joug des Soviétiques. Il y a même un fusil mitrailleur qui sera mis en batterie au-dessus du château, l'endroit où se positionne le capitaine. Et on les met tous à l'avant du bateau et ils n'ont pas le droit de toucher leur en bas. Ouais, ils devaient rester comme ça. Ouais. Le navire va longer un chenal et puis il va aller un peu plus loin en mer. Il est accompagné d'un dragueur de mine. Donc ça se passe mal. Et ils vont naviguer. Alors ça s'appelle la mer Blanche, parce que c'est tout blanc. Et puis en plus au-dessus, le brouillard est tout blanc. Donc on est un peu dans le brouillard, on voit rien, et on navigue comme ça, à l'azimut, sans rien voir. Et pendant plus d'une heure, voilà, ils avancent dans le... Et au bout d'un moment, on aperçoit une masse sombre. Et ce navire n'est rien moins qu'un bateau de croisière canadien. D'habitude, ça transporte des touristes, mais là, il a été réquisitionné depuis le début de la guerre pour transporter des troupes, ceux qui ramèneront les Canadiens, en particulier en Angleterre, mais qui iront chercher aussi les Australiens et les Néo-Zélandais qu'on a ramenés pour le débarquement. Donc c'est l'Empress of Canada, l'impératrice du Canada en français. Pierre Le Delay est le premier à tendre la main, à tourner son visage vers le bateau. C'est le premier à toucher. Monsieur Crémeux-Briac, que je viens d'évoquer juste maintenant, écrira « Je n'oublie pas ce bras tendu, ce visage, un croyant en extase ». Après, un officier supérieur du NKVD sort des listes. On appelle tout le monde par son nom, comme on le fait dans les prisons. Quand on nomme le patronyme de lait, Pierre se lève, il dit Pierre Klodowicz, fils de Claude. C'est
tac. Voilà. Et l'officier du NKVD lui dit d'availle, en avant. Tu peux aller sur le bateau. Dès que le premier soldat monte sur la passerelle, c'est tout le bateau au-dessus d'eux qui chante la Marseillaise. Monsieur Crémebriac dira, dans une interview à Libération 1996, ce 31 août 1931, c'était le plus beau jour de ma vie. Ensuite, on monte sur le pont. Le premier officier à monter sur le pont, c'est le lieutenant Richemont. Et quand il est à l'accueil de ses copains officiers sur le pont du navire, il leur dit « C'est incroyable aujourd'hui, messieurs, nous sommes réellement devenus des mecs. » Donc ils sont sur ce bateau. Je vois le bateau. Après le cauchemar, un conte de fées. La guerre, la méthode britannique. Hein, on est sûr. Mais bon, il ne faut pas se laisser attendrir. C'est une reprise en main immédiate imposée par le capitaine pilote. Fini le tutoiement. À partir de maintenant, on se voit. Le garde à bout de rigueur. On reprend les affaires. On n'est plus prisonnier. On est en train de partir. Donc on va regagner la Grande-Bretagne pour ça. Voilà. Donc le bateau, il va voguer en mer. Il ne va pas aller directement en Grande-Bretagne. Il va faire un petit détour. On a prévu, les troupes qui étaient dessus avaient prévu d'aller attaquer le Spitzberg. Une île sur le cercle polaire, hein, on est à 1400 km du pôle Nord. Hein, donc ils vont aller là-haut. Pourquoi le Spitzberg? Parce que le Spitzberg, il y a des mines de charbon très importantes. Et c'est même une société russe qui les exploite. Donc il y a 2000 mines russes qui sont sur le Spitzberg. Il y a aussi des trappeurs norvégiens qui sont là-bas. Donc ils vont récupérer les Norvégiens, les 700 trappeurs norvégiens. Ils vont attaquer et faire brûler les mines, détruire tous les systèmes miniers, tous les bâtiments pour la mine. Et pour nos petits Français, on leur avait aussi prévu quelque chose. Ils créent le premier commando qui va prendre la bataille au Spitzberg. Il y avait 2 stations météo et un point relais pour les U-boats. Et voilà, ils vont aller détruire le ravitaillement des U-boats et ils vont détruire les 2 stations météo. Le 9 de ce mois, le Monde pour apparaître, les Alliés détruisent les riches mines de charbon, etc. Ils évoquent un peu qui a fait quoi, mais on n'évoque pas beaucoup ce qu'ont fait les forces françaises, mais bon, malgré tout, ils y étaient. Et ils ont participé à leur... Et on voit qu'effectivement, on voit Convey qui apparaît, on voit le Spitzberg, là, donc ils sont passés par là pour redescendre. Et alors, le Royaume-Uni. Donc ils reprennent le bateau et ils se réveillent le 8 septembre au matin. Ils sont dans Clyde. Le Clyde, c'est le bras d'eau qui est l'avant-port de Glasgow. Ils vont atterrir à Glasgow et ils vont enfin découvrir la Grande-Bretagne parce qu'ils traversent avec des wagons, avec des sièges embourrés et des fenêtres ouvertes. Pour une fois, depuis je ne sais pas combien de temps. Et pour une fois, depuis je ne sais pas combien de temps, on leur offre des pommes à manger. Ça faisait 15 mois à peu près que personne n'avait mangé des pommes. Et ils vont aller vers Londres. Et enfin, ils arrivent à Londres. Sur le quai, une foule immense, à Londres. Et sur cette quai, pour les Français, une vision stupéfiante des képis français. Longtemps qu'ils n'avaient pas vu de troupes françaises. Ils débarquent. Les jeunes filles françaises les accueillent.
un buffet aux couleurs de la France a été installé. Les Françaises leur posent des questions, leur offrent des gâteaux. Le colonel d'Assonville est là pour les accueillir. Le colonel d'Assonville, c'est le sous-chef d'état-major de Gaulle. Et il y a deux colonels de Gaulle avec eux. Et il y a surtout un lieutenant qui est aussi présent, un monsieur que vous connaissez qui s'appelle Maurice Schumann, la voix de Radio Londres. Honneur et patrie. Allô, allô, maquis de la Haute-Savoie, maquis de la Haute-Savoie, écoutez bien les consignes fraternelles que nous vous adressons en plein accord avec les autorités alliées. La mobilité dans les maquis est un élément essentiel de la lutte. L'augmentation des effectifs armés est certes plus que jamais souhaitable, mais elle ne doit en aucun cas diminuer votre mobilité. Ils ont un interlocuteur qui s'appelle Woolsby, c'est en anglais. Woolsby, c'est lui qui les a un peu cornaqués depuis Glasgow. Et normalement, les étrangers qui arrivent en Angleterre, direction le criblage, on ne fait pas rentrer les étrangers sur le sol anglais, on va passer ce qui s'appelait à l'époque le Patriotic School. On va les mettre en quarantaine un peu pour savoir qui ils sont. Bon. Là, ils n'ont pas droit à ça, heureusement pour eux. Donc, ils vont être accueillis. Ils vont être accueillis en réalité 185 Français, 2 Polonais et 5 Belges. Voilà, c'est ça la troupe qui débarque de Russie. Après quoi, après être accueillis correctement, très correctement, de façon surprenante pour eux, dans une gare, ils montent dans des autocars, ils vont traverser Londres en chantant le chant des évadés pour combattre avec De Gaulle. C'est là que vous avez la photo que vous avez peut-être vue sur le mag. On reconnaît Pierre Delisle. Ils vont être établis au camp de Camberley. Le camp de Camberley, c'est à 70 km au sud-est de Londres. C'est là où sont accueillies toutes les forces françaises. Un camp un peu farfelu, j'allais dire. C'est pas la rigueur militaire telle qu'on l'a d'habitude, puisqu'on a des officiers, des simples endurants, on a des hommes, des femmes, on a des chasseurs, on a des aviateurs, on a tout. Bon, à la guerre comme à la guerre, c'est comme ça. Mais ils ont tout ce qu'il faut pour se former à la guerre. Et toutes les troupes qui sont en Afrique au moment où ils arrivent à Londres sont passées par là. Ils sont partis en Afrique. Les 140 000 qui étaient passés, qui avaient traversé à Dunkerque, ils sont passés par là. Bon, donc ils sont tous rassemblés à Camberley. Camberley, le lendemain, conférence de presse. C'est 2 officiers qui s'y collent, le capitaine Billot, bien évidemment, et le lieutenant Richemont, qui avait dit qu'ils étaient tous des mecs. Voilà. Conférence de presse, à laquelle le capitaine Billot évoque des difficultés quand il était prisonnier en Allemagne, conditions indignes, etc. Et la bonhomie des camps soviétiques, diplomatie oblige. Ce sont après tout nos alliés maintenant. Donc il parle surtout des évadés. Donc il dit au début on était tous abattus, c'est pas terrible, on va les perdre, la guerre en 40, on est plutôt les perdants. C'est pas parce qu'on a gagné un Arville qu'on avait fait grand chose d'autre. Par contre, dès que ils se sont rassemblés, il y a eu un engagement commun qui s'est un peu cristallisé, qui s'est emparé à eux, qui s'est enraciné. Le sentiment que les Anglais, avec les Alliés, on allait vers la victoire. On est obligé de parler des Anglais au début, parce que c'est chez eux qu'on est. La vision de la victoire avec les Anglais. Et il ajoute, pour finir sur les troupes, les Russes n'en auront jamais face aux Allemands. Voilà.
Les journaux anglais, la BBC, tout le monde parle, fait des comptes rendus généreux de toute cette, un peu leur péripétie. Et même le courrier de l'air, c'est ce qui est diffusé par la Royal Air Force, des prospectus qui sont balancés en France, en fait une livraison particulière sur le retour des Français de la Russie. Malgré tout, pour les 185 Français qui sont là, le général de Gaulle, c'est juste la photo qu'on a vue au bar de l'Empress of Canada. Je ne connais pas, on ne l'a jamais vu. On ne savait même pas, quand on était en prison vraiment pendant longtemps, qu'il y avait autant d'organisations autour de lui. Donc à la mi-octobre, on va arriver au camp de Camberley pour une prise d'armes. Le général de Gaulle, l'amiral Muselier, qui vont les décorer de la croix de guerre, ainsi que de la croix de la médaille des évadés par la Russie. Voilà, la médaille des évadés par la Russie. Pour les décorer, le général de Gaulle fait une petite allocution pour leur dire que ce qu'ils avaient fait, c'était bien. On va trop en rajouter, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Hein. Donc, on ne balance pas trop. Hein. Donc, courte allocution, mais effectivement, c'est normal, il y a beaucoup de choses qui les attendent. Et par la bouche de Gaulle, c'est quand même la France qui leur parle, en termes simples, mais quand même souverains. C'est à cette occasion que Jean-Louis Crémeux-Briac, c'est le plus jeune des officiers. Il sort à peine de Coquidon, c'est un élève officier de réserve. Mais ce monsieur, quand il était en prison, il prenait des notes un peu sur les copains, ce qu'ils avaient fait, par où ils étaient passés. Et donc, à cette occasion de cette prise d'armes, le général de Gaulle lui dit vous avez 3 mois pour mettre tout ça, noir sur blanc, sur un document. Ce qui sera fait, ça s'appellera Retour du RSS, récit d'évasion. Donc ce document est paru en 1941. Monsieur Crémeux-Briac reprendra ça quasiment 60 ans plus tard pour en écrire un autre livre, revu, augmenté de ce qu'il a pu récupérer du capitaine Miloche, du lieutenant Valade, etc., de tout un tas de gens. Et ce livre, ça s'appelle Prisonniers de la liberté. Et ça fait le récit de toutes les évasions, de tous les gens qui sont là. La consécration pour nos évadés, elle apparaîtra un tout petit peu plus tard, le 15 novembre 1941. La grande messe de la France libre. La grande messe, ça veut dire que l'Association des Français de Grande-Bretagne se réunit à faire venir tout un tas de gens, des Français qui habitent la Grande-Bretagne, plus des autorités, et bien sûr, nos évadés. Donc les évadés sont là, ils attendent un discours, et toutes les allocutions un peu protocolaires qui précèdent, toutes les autorités qui sont là et qui parlent de tout et n'importe quoi, ça les intéresse moyennement. Ils attendent De Gaulle, qui au bout d'un moment se lève. Il n'a pas de notes, comme souvent, il parle sans notes. Rien à voir avec ce qu'il leur a raconté quelques jours avant à Camberley. On n'est plus du tout sur le même thème. Il parle de la patrie, il parle de la République, il parle de la grandeur, il parle de la ferveur. Je vais vous donner 2 phrases prises au hasard, un peu, pas au hasard, c'est moi qui les ai choisies. Nous disons honneur et patrie, entendant par là que la nation ne pourra revivre que dans l'ère de la victoire. Nous disons liberté, égalité et fraternité parce que notre volonté est de rester fidèles aux principes démocratiques de nos ancêtres, que nos ancêtres ont tirés du génie de notre race et qui sont l'enjeu de cette guerre pour la vie et la mort. Les 185 Français libres, leur sentiment après avoir entendu ça, c'est qu'ils avaient
à côté de cet homme, la charge de la France. Voilà. Pierre Delay, ce sentiment, il l'avait déjà depuis un certain temps. Le 16 septembre, c'est-à-dire 6 jours après leur arrivée, il s'était engagé déjà à intégrer une section, une vingtaine de personnes, des volontaires, pour des missions en France. Il ne se voyait pas comme restant comme le capitaine pilote auprès du général pour faire de la paperasse ou je ne sais quelles affaires. Lui, il se voyait revenir sur le terrain, dans un pays qu'il connaît, dans une région qu'il connaît, pour faire des opérations, des missions en France. Il ne se voyait pas utile non plus de rejoindre des combattants en Afrique. Lui, c'était retour en France pour faire des missions. Donc, il y a un monsieur qui s'appelle Philippe Bala, qui sera le premier à partir dans ce genre de mission, qui a dit, voilà, nous, c'est le courage poussé jusqu'au bout du risque qui nous inspire, c'est l'esprit de la France. Et je ferai ma lutte seul avec des combattants que je coopterai. C'est ça que je souhaite faire. C'est ça qu'a souhaité faire aussi Pierre Delay. Donc le bureau central de renseignement, le BRCAM, avait été créé pour ça. Donc, on les forme, la bande, Pierre Delay aussi, au parachutisme. On le forme à l'usage des codes, à l'usage des radios, au sabotage, etc., etc. Tout ce qui fait la France libre et les gens qui sont en France. Alors j'ai écouté une émission de radio, c'est pas ce que j'aurais dû dire juste après, mais enfin de télévision il y a 2 jours où on parlait de Jean Moulin. Ben, il a fait le même parcours, le parachutisme, etc., etc. Voilà. Donc notre ami Pierre Delay devient ainsi officier et responsable de l'organisation, officier radio et responsable d'opérations aériennes. Donc des atterrissages, des parachutages, des choses comme ça. Pierre Delay sera parmi la vingtaine, un peu dans les derniers à partir, c'est après il est plus âgé. Donc fin 42, il s'en va. Et il est désigné pour être le radio d'un groupe, le réseau de renseignement Phalanx, que M. Christian Pignot avait créé dans le Sud. Et le nom de code de Pierre Delay, ce sera Claude pour démarrer, comme son papa. Dans le dossier du BRCAM, qui existe toujours. Combattre le réseau Phalange. Il arrive le 31 août 1942 en France. Il est amené à pied d'œuvre par ce type d'avion. Voilà. Ce type d'avion, qui est un Lysander, le dépose dans la plaine d'Arbigny, à côté de Pont-de-Vaux. On est le 31 août 1942. L'atterrissage est un peu scabreux parce qu'effectivement, l'appareil n'était pas trop bien dirigé, mais les Allemands s'étaient débrouillés pour faire des tranchées dans le terrain. Donc, l'avion capote dans une tranchée, il brise son train d'atterrissage, il brise son hélice. Et donc, le pilote et Pierre Delay sont sains et saufs, c'est ce qui importe. Il est pris en charge par M. Henri Mourier, avec qui il travaillera par la suite, puisqu'il fait partie du réseau Phalanx. On le surnommait Le Grand, monsieur. Le lendemain, il envoie un message, un radio, et il dit je suis bien arrivé à destination. On a fait un bon voyage dans la première partie, puis la deuxième, ça c'est comment il va passer. On a cassé l'appareil et on était obligé de le brûler. On ne voulait pas laisser l'appareil aux mains des Allemands, donc on a brûlé l'appareil. Nous sommes sains et saufs et tout va bien. Le courrier, je l'ai expédié, les nouvelles, je les ai fournies.
et j'ai fait le nécessaire pour les lettres que vous m'avez confiées, etc., etc. Tu vois bien, Cadelet vient de rentrer dans la peau du radio du réseau Phalanx. Il prend contact avec Adrienne Loison. Adrienne Loison, j'en ai parlé au début, on l'a vu, c'est la petite fille qui était née en 1911, c'est sa sœur, sa jeune sœur, qui deviendra son agent de liaison. Il prend contact aussi avec Jean, son frère, ils feront tout un tas de choses ensemble. Il ne prendra pas contact avec Claudia, ni avec Claude. Confidentialité oblige et sécurité oblige. On ne peut pas entraîner la famille dans des ennuis si on les contacte. Donc le petit garçon, il a vu partir son père en devant. Le père, il n'est pas loin, mais il ne le verra pas. Donc, il organise avec le petit de son frère et avec Jean Mourier des parachutages dans l'Ain, dans le Rhône. Parfois proche de Marchand, puisqu'il y a eu des parachutages à la Casserade. Donc c'est juste à côté de Marchand, juste au-dessus. Il organise aussi des atterrissages clandestins. Et en février 1943, on lui confie une opération, l'opération dite Bérénice. Opération Bérénice. Il est chargé de recevoir un bombardier sur un terrain à Saint-Yan, on est en Saône-et-Loire. À Saint-Yan, il y avait un terrain d'aviation militaire. Depuis le juin 40, il n'est plus en activité, mais autour de cet terrain d'aviation qui n'est plus en état, il y a des terrains qui sont relativement plats, donc il va essayer de faire atterrir le bombardier là-bas. Donc, effectivement, l'opération est conduite correctement. Le bombardier arrive à se poser, il dépose 5 personnes, il en reprend 4 pour le retour vers l'Angleterre. C'est la première fois qu'on faisait atterrir clandestinement un bombardier en France. Première fois pour la RAF, ce n'était pas arrivé avant ce jour. Donc, l'opération est une réussite. Ça s'est passé sans incident, les passagers sont arrivés à bon port et c'est le premier réussi d'un bombardier clandestinement, je vous l'ai dit. Il n'y en aura pas beaucoup d'autres, mais voilà. Et donc personne ne s'y trompe, et surtout pas le général de Gaulle, puisqu'il lui décerne la croix de guerre avec Palme pour cette opération, et il le désigne pour une autre opération, parce qu'il avait réussi ce genre d'opération en particulier. Et quand on interroge M. Pinault, parce que M. Pinault, il a été envoyé en déportation, mais quand même il est revenu en France. Dans ses mémoires, il écrira, à propos de Pierre Delay, « Enfin l'homme dont on peut rêver, dont peut rêver n'importe quel chef de réseau, intelligent, courageux et prudent, avec Claude, c'était son autre code, Phalanx va bénéficier d'une impulsion nouvelle. Dans les semaines qui suivent, tout s'organise comme par miracle. Les liaisons se font en temps voulu, notamment avec la zone occupée. Les télégrammes sont expédiés. Les équipes de protection fonctionnent. Claude, un garçon impossible à décrire, si courageux dans sa simplicité paysanne, si merveilleusement dévoué. » Voilà. Donc c'est ce qu'écrivait son chef de réseau sur Pierre Delay. Donc, effectivement, à la suite de ça, on lui confie une autre opération importante, l'opération Sirène. L'opération Sirène, de la même façon, il faut aller trouver un terrain pour atterrir. Donc, plusieurs terrains ont été reconnus dans l'Ain, dans la Loire, en Saône-et-Loire, jusque dans le Puy-de-Dôme. Il faut correspondre avec la RAF et avec le BRCA. La RAF qui a des normes de terrain, d'inclinaison, etc., mais aussi de présence d'eau
parce que les avions, ils volent de nuit, ils n'ont pas du tout de lumière, et donc ils tiennent compte de la Lune présente, des pleines lunes, pour s'orienter à partir du reflet de la Lune dans les flaques, dans les lacs et dans les rivières. C'est comme ça qu'ils se guident les aviateurs. Donc voilà, donc ils sont toujours en contact. Et donc il est proposé pour l'opération Sirène un terrain d'atterrissage qui était l'OIET. Et puis en discussion avec la RAF, l'opération est déplacée. Et Londres recommande un autre secteur. Et donc l'opération Sirène aura lieu ailleurs. Pierre Delay choisit de Melay. Melay, c'est en Saône-et-Loire. Il y a un terrain au bord de la Loire qui a été reconnu par deux patriotes. C'est au lieu-dit l'île Bagneau. Pierre il sait qu'autour de Melay, il peut compter sur son cousin qui habite Marcigny, c'est pas très loin de Melay, son cousin Jean Burdin. Donc il installe ses équipements radio dans cette maison. Le groupe Amar existe toujours, hein. C'était pas le groupe Amar à l'époque, c'était une boutique qui appartenait justement à son cousin. Et aujourd'hui, il y a toujours le groupe Amar. Bon, la devanture du groupe Amar a changé, mais la maison existe toujours. C'est dans cette pièce au-dessus du groupe Amar qu'a été placée la radio de Pierre Delay. Et si vous passez par Melay, 11 place du novembre, c'est là que ça se situe. Voilà. Donc c'est à partir de là qu'il va être en lien avec la RAF pour faire tout le détail de l'opération Sirène 2. Donc tout le monde, presque tout le monde aujourd'hui, sait que le 19 mars 1943, Jean Moulin a atterri à Melay. Ce que un peu moins de gens savent, c'est qu'il devait arriver le 18, et pas le 19. Donc le 18, notre ami Pierre, avec son cousin, écoute la radio Londres, et il est prévu effectivement que l'avion arrive le 18 au soir, donc ils écoutent la radio pour avoir le message qui leur donne, effectivement, ça arrive. Le message personnel, on devait comporter le mot sirène, mais ce n'est pas le message attendu, le 18, qu'ils entendent. Le message qu'ils entendent, c'est la sirène et ses amis veulent entendre de Puce demain à partir de 9h. La voix de Puce demain à partir de 9h. Or, Puce, c'est le nom de l'appareil qui était posé là. C'est l'appareil radio, c'est lui qui s'appelle Puce. Donc, ils veulent avoir un contact avec Pierre Delay et pour redéfinir. En réalité, pourquoi Jean Moulin n'arrive pas ce soir-là? Nos amis américains, les officiers de l'OSS, l'OSS, c'est l'Office of Strategic Service, les services secrets américains, avaient demandé aux personnes qui devaient monter dans l'avion, le général de l'Estrée, Jean Moulin, et le capitaine Bilotte, qui était toujours à Londres, de se réunir, de faire un repas de travail, et donc ça a été ajourné. Donc, ils ont entendu l'annulation, et le lendemain, ils se remettent à écouter la radio, pour savoir si ce coup-ci, le message va être le bon, et Jean Burdin et Pierre entendent ce coup-ci à la radio, la langoustine a le béguin 3 fois. Ça veut dire que l'avion va bien arriver et il va transporter 3 personnes. Alors ça surprendra beaucoup de gens, puisque vous avez aperçu l'avion tout à l'heure. Hein. L'avion, il y a un pilote devant et il y a 2 sièges derrière. Et il y en a 3 qui arrivent. Donc, il y en a un qui est couché sous les sièges et la tête à côté du pilote. Voilà. Donc, c'est Christian Pinon, le chef du réseau Challenge, qui est couché. Le général de l'Estra et Jean Moulin sont assis sur les sièges. Donc le 19
dans la nuit du 19 au 20 mars, à 23h40, le Lysander noir arrive et il va se poser. C'est le capitaine Bridger, John Bridger, qui est aux commandes. Il se pose et il descend. Nos amis Moulin de l'Estral et Pinot. Une traction les attend. Monsieur Clémenceau, on est le propriétaire et le conducteur. Clémenceau, c'est le garagiste, parce que vous connaissez très bien Jean Burda, à Marcigny. C'est lui qui va les amener à Marcigny. Les 3 passagers descendent et ils montent tous dans l'attraction. Alors, il y en a qui ont pensé que ça faisait beaucoup entre les gens qui attendent et les gens qui sont. Et effectivement, l'attraction était transformée en taxi. On pouvait mettre plus de personnes que dans une attraction normale. Donc, ne vous inquiétez pas, ils étaient serrés, mais ils pouvaient rentrer dans l'attraction. Donc, on s'en va et on va en direction de Marcigny. L'avion redémarre. Il y a une personne qui est montée dans l'avion. On ne sait toujours pas qui est monté dans l'avion au retour ce jour-là. La voiture arrive à Marcigny. Alors, à Melay, vous avez une stèle qui rappelle cet événement. On trouve bien le nom de John Bridger, le pilote. On trouve bien le nom des 3 personnes qui attendaient. Pierre Delay, Jean Delay et Jean Mourier. C'est bien Jean Moulin de l'Estray et Pinot qui arrive. Bon, voilà. Donc il y a une stèle à Melay, si vous voulez la voir. Et visible, il n'y a aucun problème. On arrive à Marcigny ce coup-ci. Notre ami Clémenceau, le garagiste, il habite le 19, et il va garer sa voiture en face, dans son garage, au numéro 20. Voilà. Et la troupe rentre au 19. Il y a une plaque qui commémore l'arrivée du Moulin. Au 19 de la rue, c'est le 19 actuel. Il ne faut pas obligatoirement le 19 à l'époque, mais c'est le marquage actuel. Il monte à l'étage, dans la pièce où il devait éventuellement manger, et on s'aperçoit que on ne peut pas s'enfuir de cette maison de façon facile. Parce qu'il y a une entrée devant, il y a une sortie derrière, la sortie dans le jardin de la gendarmerie. Donc la gendarmerie, c'est pas toujours le bon endroit. C'est pas quel type de gendarme on va trouver. Bon, j'ai pas l'impression que les gendarmes étaient très très méchants et très vindicatifs. Parce qu'il y a une dame qui habitait de l'autre côté de la Loire, qui a entendu l'avion atterrir et qui les avait prévenus. Mais je n'ai pas l'impression qu'ils aient trop bougé pour se demander qui était là. Voilà. Donc, on mange, mais rapidement, M. Clémenceau va voir son copain, mon numéro 17, c'est M. Dumont, c'est le boulanger du coin. Il dit, est-ce que tu ne pourrais pas planquer les personnes que j'ai avec moi? Il dit, mais si, en face, au 18, c'est là que je mets ma farine. Et une chambre, et puis par derrière, c'est des jardins, ça mène vers l'église, on peut facilement s'enfuir. Ben, c'est là que vont passer la nuit Jean Moulin et ses compagnons pour son dernier retour en France. Donc le lendemain, lui, dans un Mâcon pour prendre le train pour Lyon, le général de l'Estrin prendra le train pour Paris, etc. Félix Pinot, lui, qui revient, il a des idées aussi. Il veut que le réseau phalanx s'installe un peu plus au nord. Et pour l'instant, ils sont plus basés autour de Lyon et dans le sud. Mais ça serait bien de couvrir un peu plus haut la France. Et donc il a l'intention de s'installer beaucoup plus au nord et de mettre peut-être le siège à Paris du réseau phalanx. Bon. Donc, pour aider l'implantation plus au nord, dans la période
premier trimestre de 1943, Pierre Delay est en région parisienne. Et il cherche des endroits pour positionner les radios. Voilà. Du côté de Lyon, de janvier à mars 1943, la Gestapo, et puis les SD, c'est plus facile pour moi de dire SD que prononcer ce terme allemand. La Gestapo, c'est des gens qui font de l'action, qui vont aller récupérer les gens. Là, c'est des gens qui font des enquêtes. C'est pas sous le même, régime, mais bon, il y en a qui sont plutôt des enquêteurs et les autres plutôt des hommes d'action. Donc pendant cette période, enfin, ces gens, ils n'arrêtent pas d'arrêter des francs-tireurs, des résistants, etc. Ce qui remplit bien la prison de Montluc, malheureusement. Donc il y a beaucoup d'arrestations pendant cette période-là. Et malheureusement pour eux, la goniométrie allemande tourne dans la région. Et la goniométrie s'arrête du côté de Miribel le 24 avril. Elle repère et arrête à Miribel une personne, Raymond, qui a 26 ans, et qui mettait sous la responsabilité de Pierre. Et ils arrêtent aussi son papa. Papa qui est le responsable d'un réseau de francs-tireurs, qui a 56 ans, lui. Le contre-espionnage allemand, en général, utilise les gens qu'ils arrêtent. Et pour les faire parler, on leur dit on va créer des problèmes à votre famille, à vos enfants. Donc ce qui fait que ça délie un peu les langues. Et à l'issue de cette arrestation, on voit que le bras droit de M. Christian Pinault est arrêté. Alors son bras droit, c'est son beau-père, M. Bonamour, qui était spécialiste du renseignement militaire. Donc il est arrêté. Dans sa chute, il entraîne Adrienne Loison, la sœur de Pierre Delay, le 1er mai. Il entraîne la chute de Christian Pinault le 3 mai, etc. Le réseau est en train de partir en morceaux. Et M. Pinault, de sa cellule, dit j'espère que Pierre va tenir le réseau parce qu'il a le carveur pour ça. Voilà. L'Oyette, c'est là où Pierre allait de temps en temps. Donc il accompagne les Sabis. Et les Sabis le reçoivent. Et c'est là qu'il a préparé les opérations Bérénice et Sirène. Même si Bérénice, au départ, ça pouvait être à l'Oyette. Donc c'était là qu'il était. Et malheureusement, il n'y en a pas que des amis à l'Oyette. À côté des Sabis, il y a un voisin, on ne va pas dire une voisine, qui se sent en droit de prévenir la Gestapo que Pierre n'est pas là. Et effectivement, la voisine verra son fils libéré. La Gestapo de Klaus Barbie, elle va venir à l'Oyette. Pierre Delay va essayer de s'enfuir à bicyclette. Il va être abattu par la Gestapo. Klaus Barbie viendra vérifier que le Pierre Delay qui est là n'est pas Jean Moulin, qui pouvait les confondre plus ou moins. La Gestapo restera un moment, les agents de la Gestapo iront manger dans l'auberge du coin, et à côté d'eux, tendu sur une table, il y a Pierre Delay. Le lendemain, ils mettent une espèce de bouée, de fourgon, Pierre Delay, à vue de la population à l'extérieur. Voilà. Donc Klaus Barbie lui-même est venu pour Pierre Delay. Il a été exposé pour l'exemple. On est à l'Oyette, à côté du pont. J'ai mis une flèche, parce que c'est en bas du pont que ça se passe. Ça fait aujourd'hui 80 ans précisément que Pierre est tombé sous les balles de la Gestapo. C'était le 11 mai 43.
Alors, si vous voulez applaudir quelqu'un, c'est le monsieur dont on parle, et sa famille.